Salut à tous et bienvenue au Club des lecteurs congolais. Dans notre émission Une nation des lecteurs, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Paul Nsio, avec qui nous allons discuter de l'actualité de la République démocratique du Congo. Bonjour M. Paul Nsio. Bonjour Henri. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, merci, et honoré d'être invité à l'émission Une nation des lecteurs. D'entrée des jeux, j'aimerais savoir quelle est votre analyse dans ces débuts d'année 2014 de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Une question difficile, mais ce que je peux dire d'emblée, c'est que nous sommes aujourd'hui le 11 janvier. La situation en 2014 n'a pas tellement évolué par rapport à 2013 parce qu'on n'est que 11 jours plus tard. Mais étant donné les efforts louables que le gouvernement est en train de déployer, je peux dire que la population dans son ensemble ne ressent pas encore de choc positif par rapport à sa situation de tous les jours. Pourquoi? Parce que je peux dire que tous les compartiments de la vie nationale étaient prioritaires. Alors, face à 1000 priorités, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attaquer certaines priorités prioritaires ou il faut attaquer toutes les priorités en même temps? Je crois que cela découle de la stratégie de tout gouvernement. Ce gouvernement a choisi de tout attaquer à la fois. Alors, les résultats, quoique positifs, ne peuvent pas être ressentis durablement ou tout de suite par la population. Mais vous ne croyez pas, à cause de ces résultats peu palpables, si je peux utiliser l'expression, dans la société congolaise, c'est pour cela que ça pousse les gens, par exemple, je vais clarifier la question. Le 30 décembre de 2013, il y a eu des attaques sur la RTNC, l'aéroport, ainsi que le haut commandement de notre armée. Et vous ne croyez pas que tout cela, c'est suite à cette malaise qui existe dans notre population par rapport à leur état de société, leur moyen de vivre qui n'existe presque plus, je voulais dire? Oui et non. Oui, c'est le propre de toute société, en Afrique ou ici en Europe. Personne n'est jamais content de sa situation sociale. On veut toujours plus. Mais pour revenir au cas précis de la RDC, oui, il y a un malaise. Encore que c'était à la fin de l'année, les gens espéraient passer les festivités de la nativité de la fin de l'année, peut-être en dépensant mieux, en dépensant plus. Bon, ce qui n'est pas évident. Mais je voudrais aussi dire que cette église ou ses adeptes, en fait, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un foisonnement d'églises en République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est la mission de l'église de régler le problème politique? Peut-être l'église a une opinion à émettre. Mais est-ce que l'église doit renverser le pouvoir politique? Ça n'est pas la question. Oui, voilà. Mais vous voulez canaliser tous ces malaises par rapport aux multiples églises que nous avons dans la République, ou vous pouvez sincèrement nous dire que le gouvernement de la République ne fonctionne pas correctement? Ça, c'est vous qui le dites et ça n'engage que vous. Bien évidemment, parce que ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Je ne voudrais pas ramener ce qui s'est passé, quoique grave, à un fait divers de manque de performance d'un gouvernement. C'est grave qu'un gouvernement ne performe pas comme la population l'attend. Mais je voudrais quand même prendre l'opportunité que vous m'offrez pour véhiculer un message important. Nous,
peuple congolais, nous devons savoir qui nous sommes. Et comme on dit toujours, chaque peuple, chaque population a le gouvernement ou les leaders qu'il mérite. Ça veut dire que nous, le Congolais, nous devons essayer de savoir quel est notre destin. Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes Congolais et pourquoi nous sommes originaires de ce pays-continent? Quel est le destin du Congo? Mobutu a cité Frantz Fanon dans le temps pour dire que le Congo se trouve à la position de la gâchette qu'a l'Afrique et que c'est à partir du Congo que le coup de feu pour embraser le monde devrait partir. Mais est-ce que nous, les Congolais, nous Congolais, sommes-nous conscients de cela? Ici, je m'adresse à tous les compatriotes, ceux qui sont au pouvoir au pays, comme ceux qui sont dans l'opposition au pays, et ceux qui sont en dehors du pays. Bien sûr, je comprends. Je n'ai pas encore terminé mon idée. Bien sûr, mais pour clarifier les choses, c'est bien de voir la vision la plus large possible du monde et la place de la République démocratique du Congo. Moi, du point de vue tactique, du jour au jour, le management ou le gouvernement de Kinshasa, comment ils sont en train de gérer la chose publique. Vous voyez les attaques de RTNC, n'est-ce pas? Si les services de sécurité avaient fait leur travail correctement, l'RTNC n'allait pas être attaqué et puis on n'allait pas avoir plus de 100 morts le 30 décembre passé. Je comprends votre question, mais ma préoccupation est plus fondamentale. Nous n'allons pas résoudre le problème en nous attaquant aux conséquences. Nous devons chercher les causes. C'est vrai, les gouvernements successifs au Congo, depuis l'accession du pays à l'indépendance, n'ont pas été à la mesure de répondre aux attentes de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a une profonde crise morale, il y a une profonde crise spirituelle, il y a une profonde crise éthique dans le chef de l'homme public congolais. Où les bas blessent? Un pays comme le Congo, c'est un pays qui doit être leader en Afrique. Le Congo, c'est une exception mondiale, je peux dire. C'est le seul pays qui a la dimension d'un continent. Sur le plan géographique, le Congo part de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, si je ne me trompe. Presque. Parce que si nous élargissons, et ça c'est mon souhait, les frontières de notre pays jusqu'à l'océan Pacifique, c'est quelques kilomètres. Hein? Donc, le pays est aussi large. Mais c'est le seul pays qui est composé de plus de 450 ethnies différentes. Donc, nous parlons 450 dialectes différents. Nous avons 450 cultures différentes. Mais nous vivons en harmonie. Et pourquoi nous n'arrivons pas à transformer ce pays-là en Eldorado? Tout le monde est en train de nous envier. Le monde entier. Nous ne sommes pas tranquilles depuis l'accession du pays à l'indépendance. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est potentiellement exagérément riche. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette richesse-là? En fait, le problème est celui-ci. Notre classe politique est-elle capable de mettre l'intérêt général avant l'intérêt personnel? Là, vous parlez tant ceux qui sont au pouvoir que de l'opposition. Toutes tendances confondues. Même nous qui sommes à l'étranger, même nous qui vivons à l'extérieur du pays, sommes-nous capables de nous poser la vraie question? Pas ce que le Congo peut faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour la République démocratique du Congo? C'est là où, opportunément, pour ce qui nous concerne, éducation et plus intervient. Notre projet, justement, c'est réveiller la conscience congolaise.
à partir de la préparation d'une nouvelle élite. Car l'élite actuelle, nous tous, nous avons échoué ou nous sommes en train d'échouer. Oui, comme on parlait tout de suite du malaise dans notre société et tout, et il y a eu dernièrement une sorte d'épisode, un épisode qui s'est passé au front, là où nos soldats, nos militaires. Parce qu'on parle de la sécurité, on a parlé de ce qui s'est passé le 30 décembre. Et pas quelques jours plus tard, c'était la mort du colonel Mamadou Ndala. Alors ça montre quelque part que l'État ne fonctionne pas correctement. Comment une telle personnalité, une personnalité comme Mamadou Ndala, un grand militaire qui a défendu l'intégrité territoriale, pouvait être abattu tout près de Béni et sans que nos services de sécurité puissent le savoir? Bon, d'abord, la mort du général Mamadou Ndala, c'est une tragédie. C'est une tragédie ressentie comme telle par toute la population congolaise, parce que le colonel Mamadou Ndala, devenu général à titre posthume, a symbolisé la renaissance de l'armée. La renaissance de l'armée. Mais je peux vous assurer que la mort de Ndala, si c'est une trahison, coïncidera avec la naissance de plusieurs autres Ndala. Je vais m'expliquer. Pour dire que il y a des problèmes dans notre armée qui est en fait la quintessence d'un brassage. Nous nous retrouvons avec une armée plutôt hétérogène qu'homogène. Vous savez, à la fuite du régime du président Mobutu, l'armée a été complètement disséquée. Or, l'armée, c'est un corps qui est difficile à constituer. C'est un corps qui prend du temps à organiser. Et au lendemain du 17 mai 1996, l'armée n'a plus existé. Maintenant, il fallait partir de nulle part. Comment, à partir de plusieurs composantes éparses, refaire un corps d'élite, un corps homogène qu'on appelle la grande muette, c'est-à-dire une institution qui, quand toutes les autres institutions ne fonctionnent pas, on fait appel à elle. C'est une institution patriotique, une institution, quelle est l'expression consacrée, Apolitique. apolitique, non, le vrai terme c'est l'armée, c'est républicaine, voilà, c'est le terme qui me manquait. Voilà. Donc, comment arriver à reconstituer une armée républicaine, une armée qui défend la République? Mais vous comprenez que jusqu'à présent, il n'y a pas d'armée républicaine. C'est comme vous venez justement de dire que l'armée est composée, est plutôt pas homogène, c'est plutôt de multiples couleurs, de toutes sortes de brassages. Mais ça, n'est-ce pas que la politique du gouvernement ou du régime, si on peut citer ici, kabiliste? Non, c'est facile quand on est en dehors du système de critiquer ce qui se fait au gouvernement. Vous savez que les agressions successives que notre pays, dont notre pays est l'objet, sont de prétexte pour nous déposséder de ces territoires. Et ne vous en faites pas, ne croyez pas que les personnes qui nous agressent en réalité, ce sont des pays limitrophes. Les pays limitrophes, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, c'est juste des bras qu'on utilise. Hein? Le cerveau, la tête est ailleurs. Et nous avons justement
à partir de la dislocation de l'armée depuis 1996, nous sommes comme un peuple, comme un corps sans système immunitaire. C'est comme un corps attaqué par le sida. C'est là où nous sommes le maillon faible. Vous voyez? Et toutes les puissances qui veulent déposséder le peuple congolais de son patrimoine connaissent ça et jouent sur ça pour nous braquer, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que nous avons un revolver. Le gouvernement a un revolver pointé sur la tempe chaque fois que nous voulons aller vers la défense des intérêts nationaux. Et vous ne croyez pas maintenant, c'est peut-être le temps d'avoir un changement que tout le monde réclame? Parce que si, comme vous avez dit, si le gouvernement n'arrive pas jusqu'à présent à avoir une armée républicaine qui défende notre territoire, cela veut dire que vous donnez raison aux combattants, vous donnez raison à l'opposition qui disent qu'il n'y a pas de leadership au Congo. Non, les combattants, l'opposition n'a pas que tort. Mais je ne dis pas... J'ai dit cela par rapport à la violence, puisque moi, je suis le premier à condamner la violence des combattants, mais quand on voit des morts, les combattants ne tuent pas les gens, mais quand on voit des morts, plus de 100 morts, revenant au cas de Mukungubila, et on voit que la violence existe et le gouvernement peut-être de Kinshasa devient de plus en plus dictatorial. Non, 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 la question est plutôt mal posée. Les institutions de la République étaient attaquées. La République devait se défendre. Pour ça, même si c'était les combattants au pouvoir, ils allaient réagir parfois, même plus brutalement que cela. Parce que le combattant ou l'opposition ne sont pas l'exemple en termes de violence ou en termes de démocratie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ici, je reviens pour lancer un appel. Le changement est inexorable. Le changement viendra, l'alternance viendra. Nous voulons toujours qu'il y ait mieux. Nous voulons toujours qu'il y ait un gouvernement qui fasse mieux. Qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Moi, ma ligne, je suis toujours avec la majorité. Qu'elle vienne de gauche, qu'elle vienne de droite, qu'elle vienne du centre. Parce que j'aime être actif. Ici, je reviens pour dire à mes compatriotes qui sont au pays, que ce soit ceux qui sont au gouvernement ou ceux qui sont dans l'opposition, ou nous qui sommes à l'extérieur, nous qui vivons à l'extérieur du pays. Il est temps d'arrêter des querelles inutiles. Nous devons identifier clairement quel est notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas le Congolais. Notre ennemi, ce n'est pas l'autre Africain. L'autre Africain, s'il accepte de servir de bras séculier, c'est qu'il est ignorant, il est idiot, il est en train d'être utilisé comme un fruit dont on presse le jus et après, on va jeter. Moi, je lance un appel que mes compatriotes qui sont en dehors du Congo, qui sont une ressource pour la République démocratique du Congo, organisons-nous, mettons-nous ensemble et dialoguons avec le gouvernement. Le gouvernement n'est pas le diable. Le gouvernement peut avoir une position aujourd'hui qui n'est pas conciliable avec la nôtre, mais nous devons dialoguer. Et nous devons être représentés dans les institutions du pays pour que les choses bougent. Nous ne devons pas regarder. Il n'y a pas des spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre. Nous devons nous mettre ensemble. Mais nous devons aussi savoir que nous sommes comme un peuple en mission. Nous devons nous rendre compte que le pays que Dieu nous a donné, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et le lait et le miel doivent être exploités pour la terre entière. D'accord. Merci beaucoup pour votre analyse. Et puis, ce qu'on voulait savoir juste à la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui, quel sera l'avenir de notre armée, l'avenir de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que pouvez-vous dire aux autorités
comme vous venez de dire, que l'opposition comme la majorité puissent venir tous ensemble pour lutter pour la République, l'existence même de la République en dépend. Et pour l'armée, qu'est-ce que vous allez leur dire comme message? Nous voulons avoir une armée républicaine. Dans les programmes de recrutement qui sont en cours, nous voulons que soient recrutés des vrais patriotes et que le recrutement terminé, la formation soit confiée aux patriotes pour former de vrais militaires avec un esprit de corps, l'esprit de sacrifier sa vie pour défendre la République comme l'ont fait avant nous, ceux que nous pleurons aujourd'hui, le général Mamadou, ceux qui l'ont précédé. Toujours est-il que dans notre armée, nous avons vu ça, deux fois et deux fois. Quand un commandant devient célèbre dans l'armée, ça suscite des jalousies. La victoire a toujours plusieurs parents. La défaite est toujours orpheline. Quand est-ce que nous allons terminer cette tradition de toujours sacrifier les meilleurs d'entre nous? Je ne peux pas préjuger des résultats de l'enquête qui est en cours. Mais s'il s'avère que le commandant Mamadou, le général à titre posthume Mamadou Ndala, a été effectivement assassiné par les siens, c'est que nous avons un véritable problème à résoudre au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des services de sécurité. D'accord. Merci beaucoup pour votre analyse. Une fois de plus, nous vous remercions. Et à vous, nos compatriotes, vous avez suivi l'analyse de M. Paul Sio, qui nous a donné son point de vue par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Prochainement, nous aurons d'autres invités et M. Paul, bien évidemment, reviendra sur notre plateau pour parler et discuter d'autres analyses. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.